Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans le 7e épisode de mon podcast. L'année est passée à une de ses vitesses, mais j'ai quand même pas mal lu et d'ailleurs c'est pratiquement que des superbes lectures, donc très contente de cette année lecture où je me suis écoutée en choisissant les bons livres au bon moment. Alors vous imaginez bien que j'ai un peu galéré à choisir que 6 livres pour parler de mes coups de cœur de fin d'année. Mais après avoir longuement hésité, aujourd'hui je vais pouvoir vous parler des 6 livres qui m'ont le plus marqué ces 6 derniers mois. Un livre aussi drôle que magnifique qui parle de contes, je parle bien entendu de Et à la fin, il meurt de Lou Luby, publié chez Delcourt. Que vous soyez comme moi une mordue de contes ou au contraire que vous n'avez que des vagues souvenirs de ces histoires, ce livre vous fera rire et vous apprendra plein de choses sur l'évolution de certains contes. Par contre, c'est pas pour les plus jeunes, parce qu'on y parle des premières versions des contes, celles qui n'ont pas été lissées par Disney et compagnie, et comme le titre l'indique, les fins sont souvent sanglantes. Moi, j'ai évidemment adoré en apprendre davantage sur les contes, surtout sur les versions italiennes parce que pour le coup, je connaissais pas du tout ces versions-ci. Mais surtout, j'ai adoré la façon dont Lou Luby nous explique tout ça. Déjà, c'est sous forme de bande dessinée et avant même que vous vous posiez la question, la réponse est oui, ça marche super bien. C'est expliqué avec énormément d'humour et perso, j'ai adoré le fait qu'elle n'utilise que 2 couleurs, du violet et du orange. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Je me le suis enfin offert cette année parce qu'il est sorti en 2021 et ça faisait vraiment 4 ans que je me disais « Ah, j'ai trop envie de le lire ». Ben là, aujourd'hui, je me dis « Ah, j'ai trop envie de le relire ». Si je vous parle de magie et de traduction, vous pensez peut-être à l'énorme pavé qu'est Babel de R.F. Kuang, publié chez De Saxus en 2023. Il m'intimidait énormément, ça faisait bien 1 an qu'il était dans ma pile à lire. Mais cet été, je me suis enfin lancée dans cette lecture. On y suit Robin Swift, un jeune garçon issu de Canton, qui est accueilli par un professeur d'Oxford. Il grandit alors à Londres, mais il reste surtout à la maison où des précepteurs viennent pour lui apprendre le grec, le latin et aussi sa langue natale. Tout cela, c'est dans le but de le faire intégrer quelques années plus tard la prestigieuse université d'Oxford et notamment le département de traductologie, la Tour de Babel. Dans cet univers, c'est la traduction, les mots qui ont du pouvoir, lorsqu'on les grave sur des barres d'argent. Ce qui est très intéressant, au-delà du plot de départ, c'est les enjeux politiques qui se jouent dans l'intrigue. J'ai trouvé ça super réaliste, notamment grâce à la richesse de ce livre, dans ses détails, les notes de bas de page. L'évolution de Robin est elle aussi vraiment bien construite et j'ai trouvé la conclusion de ce one-shot très juste. J'ai mis plus d'1 mois à le lire, mais j'étais super contente de le retrouver pour continuer ma lecture à chaque fois et j'ai très envie de découvrir d'autres livres de cette autrice, surtout Catabasis, dont la traduction sort en 2026, et Yellowface. Ce livre-là m'a donné envie de relire toute l'œuvre de cette autrice. Si vous suivez attentivement le podcast, vous savez que je parle de Northanger Abbey de Jane Austen. Catherine Morland est jeune et ne connaît pas encore grand-chose de la vie. Lorsque des amis du voisinage de ses parents proposent de l'emmener avec eux à Bath quelques semaines, c'est pour elle une grande aventure qui se présente. Dans cette station balnéaire, elle se fait ses premières amitiés et rencontre le séduisant Henry Tilney. Et alors qu'elle découvre les frissonnants romans gothiques, les Tilney l'invitent à séjourner à Northanger Abbey et elle s'imagine alors vivre une de ces intrigues. Je l'avais déjà lu il y a 4-5 ans en VO, mais je ne pense pas que j'avais vraiment le niveau pour saisir toute l'ironie de Jane Austen, d'autant qu'il s'agit là d'une parodie de roman gothique. Et cette année, Flammarion a sorti une très belle édition avec la traduction de Michel Laporte, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette traduction. C'était super fluide et j'ai dévoré ce petit classique en un clin d'œil, vraiment je vous conseille. Vous connaissez peut-être cette petite sorcière très sûre d'elle, aux cheveux roses et toujours accompagnée de son fidèle cochon et de son assistant à lunettes. Si vous n'avez pas deviné, je parle de la bande dessinée Brume, écrite par Jérôme Pellissier et illustrée par Karine Hinder, publiée aux éditions Glénat, et dont le dernier tome est sorti tout récemment. Recueillie dans la forêt par un père aimant, Brume est une petite fille espiègle qui ne rêve que d'une seule chose, devenir sorcière. Le jour où son papa adoptif
lui dévoile l'ouvrage secret qui entoure sa naissance, un grimoire de magie, tout s'éclaire. J'ai tout adoré, l'histoire, la narration, les personnages, leurs caractères, les illustrations. J'ai aussi beaucoup apprécié les petits dossiers que les auteurices mettent à la fin pour expliquer la création de la BD, leurs inspirations pour certains personnages ou lieux. Ça faisait vraiment un moment que je voulais les lire et c'est vraiment un coup de cœur sur tous les points. Et je ne sais pas qui des plus petits ou des plus grands rigole le plus en la lisant, mais perso j'aime beaucoup le comique de situation qu'il y a à chaque fois dans cette bande dessinée. Et si je vous parle d'une comté où la majorité des hommes sont partis il y a de ça 10 ans à la guerre et n'en sont jamais revenus, et où les femmes ont dû se protéger elles-mêmes en créant leur propre ordre, je parle bien entendu des bergères guerrières. C'est une bande dessinée écrite par Jonathan Garnier et illustrée par Amélie Fléché, publiée chez Glénat. Alors je les emprunte en médiathèque et ils sont très prisés vu la galère que c'est pour en réserver un. Du coup, je n'ai pour le moment lu que les 2 premiers tomes, mais je peux vous dire que je suis déjà complètement conquise par cette histoire. On y suit la jeune Molly qui a enfin atteint l'âge pour suivre les entraînements qui lui permettront, si elle en est digne, d'intégrer l'ordre des bergères guerrières. J'aime énormément le style de dessin et l'intrigue qui se déroule de case en case. Il y a vraiment comme une inspiration viking, je trouve, et j'aime beaucoup l'atmosphère et les mystères qui sont mis en place. C'est drôle et touchant à la fois, et j'ai qu'une hâte, emprunter le 3e tome. En farfouillant un peu en médiathèque, je suis tombée sur Le Temps des Mitaines, écrit par Loïc Clément et Anne Montel, publié chez Dargaud. Alors je connaissais pas du tout, mais les illustrations me plaisaient bien et ça avait l'air très mignon. Arthur vient d'arriver dans la vallée des Mitaines où chacun, à l'adolescence, reçoit son pouvoir. Lui, il attend encore. Lors de son premier jour dans sa nouvelle école, il entend parler d'une mystérieuse disparition. Ses nouveaux amis, comme lui, sont intrigués par ces événements et décident de débusquer le coupable. Au-delà de l'histoire, ce que j'ai le plus aimé, ce sont les illustrations. Déjà, à noter que ce sont des aquarelles et que l'illustratrice fait tout à la mano. Les aquarelles, bien entendu, mais elle écrit aussi à la main les dialogues dans les bulles. Enfin, c'est ce que je déduis en ayant vu plusieurs stories sur Instagram où elle travaillait sur un autre projet de bande dessinée. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça impressionnant. Perso, j'aurais vraiment peur de renverser de l'encre ou autre et de devoir tout recommencer de zéro. Bon, après, je ne m'appelle pas Anne Montel. Mais enfin, outre le côté technique, j'ai énormément aimé la richesse des illustrations. Le petit univers créé en devient plus riche avec plus de détails. Ce sont plein de choses qui ne sont pas dites textuellement, mais que les jeunes lectrices saisissent en quelques images. C'est un univers où vivent des animaux dans des maisons en forme d'objets du quotidien, comme une cafetière par exemple, qui ont des coquillages pour téléphone, etc., etc. Et c'est juste trop bien. D'ailleurs, ce sont aussi des romans chez Little Urban et les auteurices ont réalisé d'autres albums jeunesse à partir du même univers, toujours chez Little Urban, et je meurs d'envie de les découvrir aussi. Voilà, c'était mon petit top 6 de mes dernières lectures de 2025. Pas mal de graphiques quand même, mais c'est parce que je suis beaucoup retournée en médiathèque ces derniers mois. Perso, ça me permet de découvrir davantage de bandes dessinées que je ne pourrais pas me permettre de lire si je devais les acheter. Ça me permet de tester de nouveaux styles, des auteurices que je n'ai jamais lues, etc., etc. En tout cas, j'espère que votre année a été aussi riche en belles lectures que la mienne. En attendant, moi je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.